Bonjour à tous, j'anime aujourd'hui l'atelier sur les Asperger, des parcours hors normes semés d'embûches mais souvent fructueux. Donc je me fais appeler dans mon travail Sigma, je suis autiste Asperger et diplômé du programme Bachelor de l'ESSEC. Je vais commencer ma présentation en expliquant que mon point de vue, donc l'approche que je vais apporter, sera personnelle. Je ne parle ni au nom médical, puisque je ne suis absolument pas médecin, ni au nom de tous les autistes. J'ai cependant une certaine expérience dans le domaine, donc j'essaierai d'en faire voilà, une explication la plus objective possible, mais ce n'est pas à prendre d'un point de vue absolu. Donc déjà pour les origines, on ne sait pas quelles sont vraiment les origines du syndrome d'Asperger. On n'a que des théories spéculatives, donc on a une éventuelle recherche américaine qui tendrait à dire que c'est un problème dû à un problème dans l'émission des ocytocines, qui est une molécule que la femme enceinte transmet à son fils ou sa fille, qui généralement transmet une forme de sensibilité, d'empathie, de générosité, et que dans le cas du syndrome d'Asperger, elle est altérée, elle est envoyée différemment. Voilà, mais là, aucune certitude. Sinon, il y a d'autres théories encore, mais là, à prendre avec des pincettes, que ce serait une forme de facteur d'évolution, puisqu'on a remarqué que toutes les personnes qui ont apporté les plus grands changements technologiques, ou dans la plupart des domaines, ont généralement, je dis bien généralement, des caractéristiques Asperger. Dans tous les cas, il ne s'agit pas, ce n'est pas transmis par les vaccins, comme on a eu pendant un certain temps une certaine vague qui essayait de le laisser penser. Donc le fait que cette origine est complètement, voilà, reste encore un peu floue, ça empêche un diagnostic simple et on reviendra là-dessus. Donc pour la différence, il n'y a pas de manque à proprement parler. Le principal handicap vient de l'inaptitude sociale avec ce qu'on appellerait des neurotypiques, donc les non-autistes. Étant donné que la sociale, c'est la base de tout, c'est la communauté, c'est vivre ensemble, ce simple handicap social, un petit peu d'interaction, en fait une différence qui révèle d'une certaine façon, handicap, puisque vous êtes vraiment bloqué, il y a vraiment des limites qui s'imposent au vu de différences cognitives que les Asperger ont avec ce qu'on appellerait donc les neurotypiques. Pour ce qui est de la RQTH, du coup, c'est une question qui est assez au cas par cas. Il n'y a pas de... Ce n'est pas parce que vous êtes Asperger, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres handicaps, que vous avez besoin d'une RQTH. C'est en fonction de vous, c'est en fonction de si vous avez besoin. Là, la vraie question qui se pose, c'est que vous voyez un médecin, si la question se pose, si vous vous dites est-ce que je devrais avoir une RQTH, vous voyez une autre forme de reconnaissance handicap, c'est à vous de voir la MDPH. Voilà, donc de voir avec votre médecin, de demander un rendez-vous avec la MDPH, et la MDPH elle-même, après, vous décrétera un éventuel, après vous avoir vu, une AAH, une RQTH, toute forme de reconnaissance handicap, en fonction de vos besoins. Donc là, il faut être assez clair sur ce que vous attendez, voilà, vos besoins, quelles sont vos complications, et à partir de là, la suite se fait toute seule, et généralement, si ça ne vous convient pas, il faut y retourner, mais dans tous les cas, la décision est entre leurs mains et ce n'est pas une décision personnelle de savoir, voilà, c'est votre avis qui compte, qui influe sur la décision qui sera prise. Dans tous les cas, je sais que beaucoup de personnes ont une certaine réticence à se faire appel à une RQTH, il n'y a pas de honte à avoir, ça ne veut pas dire que vous ne délivrerez pas les mêmes choses que quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que vous serez plus limité que d'autres personnes, ce sera pas non plus un signe de faiblesse, ça veut juste dire que vous pouvez délivrer les mêmes délivrables que la moyenne, plus, moins, bref, dans certaines conditions. C'est certaines conditions qui font que, en changeant en faisant quelques petits ajustements, vous réussissez quelque chose que vous n'auriez peut-être pas réussi auparavant, d'une manière au moins, ou presque tout aussi égale que celle de n'importe quel autre travail. Pour ce qui est du diagnostic, bon alors là-dessus, on a déjà survolé. Les raisons du diagnostic complexe, surtout chez les femmes, c'est que généralement, le QI de la personne Asperger est moyen ou supérieur. Par conséquent, il y a une compensation qui se fait assez rapidement. Il y a une forme d'adaptabilité qui est un problème du syndrome d'Asperger, qui déjà varie en fonction du spectre. Il faut savoir que le spectre autistique, donc où figure le syndrome d'Asperger, c'est une vaste ligne, et que cette ligne, vous pouvez être n'importe où sur ce spectre, et que par conséquent, vous pouvez voilà, avoir un spectre autistique très léger et que vos difficultés Asperger ne se révèlent même pas, ou être complètement au fond voilà, à la fin du spectre, et dans ce cas où ce sera plus compliqué, vous aurez besoin des aménagements. Dans tous les cas, ce
spectre fait que le diagnostic peut être compliqué, puisqu'il n'y a pas de moment décisif sur ce spectre où vous passez d'un côté ou de l'autre. C'est en fonction des médecins, c'est en fonction des indications voilà, du pays. Donc ça, c'est très varié. Le mime que font généralement les Asperger pour ressembler, on va dire, aux autres personnes est devenu tellement naturel et banalisé que souvent la personne ne se rend même plus compte qu'elle imite, et les autres encore moins. Ce qui fait que ce diagnostic, surtout à l'âge adulte, se révèle très compliqué, puisque vous avez généralement, souvent pour beaucoup de personnes, adopté tous les signes des neurotypiques, et par conséquent, voilà, il n'y a qu'un moyen de savoir ça, c'est de faire voilà, un petit diagnostic, une revue de comment vous étiez enfant, comment ça s'avançait enfant, dans ce cas, voilà, un contact avec un proche qui vous connaissait, pour en voir un spécialiste, c'est ça qu'il faudrait. Pourquoi pour les femmes c'est plus compliqué? Voilà, généralement les femmes obtiennent une maturité sociale plus rapide, à un plus jeune âge, donc du coup, invisibilité, voilà, plus parlante, plus présente. Le diagnostic n'est pas indispensable, ça dépend des personnes. Certains besoin de connaître la réponse à pourquoi ils sont différents, d'autres non. Voilà, dans ce cas, si vous avez besoin de savoir pour votre cas particulier qu'il y a une question qui se pose, vous voulez être certain, vous rapprochez de médecins spécialistes. Il y a des centres hospitaliers, il y a votre médecin qui peut vous rediriger vers une bonne personne. Dans tous les cas, il n'y a pas un besoin nécessaire de ce diagnostic. Si vous n'en éprouvez pas le besoin. La RQTH peut très bien s'appliquer sans cette reconnaissance du syndrome d'Asperger si vous avez tout simplement des besoins et que cela ne s'applique pas forcément à un handicap reconnu. Là, c'est toujours du cas par cas pour les handicaps en général. Le faire savoir, oui, donc une décision personnelle. Il n'y a pas d'indication générale encore. C'est sans doute en fonction de la confiance que vous accordez aux gens. Ça dépend aussi du temps que vous les connaissez. Si vous les rencontrez tout juste et que la personne n'a pas pu se faire une grande idée de vous, je le déconseille. Parce que la personne pourrait peut-être vous voir à travers ce spectre autistique. Si elle vous rencontre d'abord, dans ce cas, il y aura vraiment la personne vous verra, et l'une des facettes sera qu'elle vous verra à travers le spectre autistique Asperger, mais elle aura l'occasion de vous voir, et voilà, de ne plus vous voir uniquement dans cette personne ancrée dans le mot autiste, qui pourrait peut-être être un peu le cas si vous le dites dès le début. Donc dans le doute, voilà, je conseille en général qu'il faut attendre un peu dans son milieu de travail. Peut-être le manager c'est différent, puisqu'il a peut-être besoin de voir avec vous en amont s'il y a des aménagements à faire. Voilà. En ce qui concerne les circonstances aussi, c'est assez important. Si vous faites par exemple un travail dans les relations publiques ou la communication, comme c'est un peu mon cas, je décommande, je ne recommande vraiment pas d'en parler, du moins pas au début, puisqu'il pourrait y avoir, voilà, comme c'est censé, votre handicap est censé être aller à l'encontre, je dis bien censé, puisque c'est plus complexe que ça, à l'encontre du travail. Ça pourrait bloquer beaucoup de personnes qui verraient une sorte de blocage, une sorte d'incompatibilité, alors que ce n'est peut-être pas forcément la voie idéale, mais ce n'est pas incompatible en fonction de ce que vous faites précisément, et la personne manager se posera peut-être pas forcément la question là-dessus. Dans le doute, si vous avez le moindre doute, vous pensez en parler, vous n'êtes pas sûr, je recommande d'attendre, d'être plus certain, d'avoir plus de visibilité, voilà, bref, de ne pas en parler en se disant bon, je sais pas trop, je vais faire confiance. C'est vraiment un sujet, surtout vis-à-vis des confrères qui, voilà, c'est pas que le handicap en soi est un problème, c'est juste que il peut y avoir toujours malheureusement quelques préjugés, quelques stéréotypes, et que si vous voulez l'éviter au maximum, vaut mieux attendre un peu. Sinon, si vous vous sentez en confiance, dans ce cas, allez-y. Donc le handicap est mal compris, c'est un peu la base du handicap, contrairement, voilà, il y a beaucoup de handicaps qui fonctionnent un peu différemment. Là, le noyau de la difficulté, c'est principalement dû au fait que les gens neurotypiques ne peuvent pas forcément vous comprendre ni comprendre pourquoi vous êtes ainsi. Je vais prendre un peu l'exemple que j'utilise régulièrement, c'est l'exemple du poussin. Il y a un poussin qui sort d'un œuf, un autre qui sort d'un autre œuf aussi. Les deux poussins sont identiques. L'un des deux poussins va sortir et ne sera pas en mesure de marcher, puisqu'il n'aura pas cette capacité innée de savoir marcher, que généralement les poussins ont. Le poussin qui sort et qui sait directement marcher, pour lui c'est une évidence. En fait, si on y réfléchit, vous sortez d'un œuf, vous ne connaissez rien de la vie,
connaître les mécanismes de marché ne sont pas forcément évidents. Mais le poussin qui va sortir, qui sait de base, qui a appris de manière innée à marcher, il va regarder l'autre poussin et va se dire c'est bizarre, il le fait exprès, il n'y arrive pas, bon, il n'y a pas de raison. Il ne va pas comprendre, et c'est là que va poser toute la difficulté. Si on compare un handicap physique, alors là il ne s'agit pas de comparer les difficultés des handicaps, les complications engendrées, juste d'un point de vue compréhension. Si on, voilà, on peut par exemple, on ne peut pas ressentir ce que c'est que d'être paraplégique, d'être sur une chaise roulante, mais on peut en comprendre les raisons et la nature. On comprend que la personne ne peut pas marcher, et qu'il y a une explication physique concrète. L'autisme, on ne peut pas. On ne peut pas comprendre pourquoi la personne ne comprend pas comme nous, on ne peut pas comprendre pourquoi des choses comme dire bonjour, qui sont simples pour 95% de la population, ne le sont pas pour des personnes qui sont tout à fait capables de mener des études à haut niveau. Là, il y a vraiment une difficulté de la compréhension qui génère tout le handicap. Voilà, un autiste qui va être maladroit socialement, c'est plus difficilement acceptable qu'un malvoyant qui vous bouscule, puisque là, évidemment, on comprend tout de suite pourquoi il y a eu, on va dire, cette maladresse. Je vais parler maintenant de mon exemple personnel, qui sera plus terre-à-terre, concret, plus que parler d'une manière générale sur le syndrome d'Asperger, qui prend bien trop de forme pour qu'on puisse en faire souvent des généralités. Voilà. Donc, dans mon cas à moi, j'ai une enfance caractérisée par une avance dans certains domaines, paroles, connaissances scolaires, et un retard dans d'autres. Donc dès qu'il s'agissait de sortir dehors, dès qu'il s'agissait de rentrer en contact avec les gens, dès qu'il s'agissait de s'adapter à une situation qui pour beaucoup serait évidente, dans mon cas c'était plus compliqué. Donc, du coup, suite à cela, tout a été attribué au QI un peu plus élevé qui a été relevé. Mais très rapidement, il y a quand même une question qui se pose, c'est que ça ne répond pas vraiment à toutes les questions. Quand on y regarde, on lisait un petit peu les indications sur ce que c'était, ce que pouvaient être les gens précoces, et on ne retrouvait pas forcément, vraiment, on s'y retrouvait pas forcément. Donc voilà, là, le vocabulaire très élaboré, par exemple, ça, c'est un truc, oui, qui rentrait dans la case du surdoué, mais qui ne rentrait pas dans la case qu'on avait, nous, de l'image qu'on a principalement de l'autisme en général en France, dans la cadre de celui qui peut être Asperger. Alors que si, il arrive très fréquemment que des Asperger parlent plus tôt, est un vocabulaire riche, ce sont des choses assez récurrentes. Voilà, donc moi j'avais par exemple ma fascination pour l'univers, pour les dinosaures, et pendant ce temps-là, du fait que j'étais déconnecté un petit peu du monde extérieur, une amie à moi me demandait quand est-ce qu'on se marierait, et la conversation durait pendant 10 minutes où chacun tenait son sujet, et ne s'en sortait pas. Donc ça c'était vraiment un petit peu l'origine, un petit peu comment c'était enfant, puis on avance, l'adolescence sans diagnostic, là le social devient la base de tout. Là, concrètement, il faut s'habiller avec des marques, il faut parler courageusement le wesh, le langage étudiant, il faut être en rébellion contre le système, il faut savoir s'imposer, il ne faut pas être trop gentil, encore moins naïf. Bref, en général, tout ce qui ne représente pas l'Asperger moyen. Donc là, les complications se généralisent, là on part d'un problème en fait qui, à la base, n'était pas vraiment un problème puisque vous étiez un peu déconnecté, c'est enfant, il en explique par le fait que voilà, vous êtes enfant, vous avez une certaine avance dans certains domaines, donc on se dit bon, voilà, les adultes ont un certain regard sur vous, là vous arrivez dans une sphère, dans une ère qui est complètement différente où il faut savoir ça, voilà, il faut savoir parler avec ses confrères d'une quinzaine d'années, et là, bah, disons que vous passez plus facilement dans la sphère, dans le domaine du bouc émissaire, qui est celui qui ne sait pas se défendre, qui ne se défend pas, et qui ne comprend même pas, en fait, la méchanceté, tout simplement, pas gratuite, je dirais, des personnes qui, juste, voilà, à cet âge-là, ont envie de se faire remarquer, ont envie de prouver certaines choses, et qui du coup s'en prennent à des personnes qui, voilà, en plus de ne pas savoir se défendre, ne le comprennent pas ce qui se passe. Voilà, donc là, complication, ça se répercute dans mon cas à moi de manière généralisée, ce qui est souvent le cas, les études prennent un coup, là ça devient plus compliqué. Puis, à 26 ans, vient le diagnostic, là ça change la donne. Le diagnostic n'est pas toujours forcément une réponse à tout, dans mon cas ça l'a été. On passe voilà, d'une situation où on ne comprend pas ce qui se passe, à une situation où on a enfin une explication à tout. Une explication sur pourquoi voilà, on est comme ça, que c'est pas voilà, complètement déculpabilisant parce qu'on se dit bon, on n'est pas responsable de ce qu'on est, on est responsable de ce qu'on devient par contre, mais en attendant, on ne peut plus, voilà, on ne se flagelle plus sur, moins en tout cas, sur l'idée de cette différence qu'on ne comprend pas au début et qu'on se dit bon bah voilà, il y a quelque chose
d'une certaine façon monstrueux, oui, ce mot finit par arriver. Voilà, donc on passe au début, moi dans mon cas, je suis passé de licence et de BTS que je n'arrivais pas à mener jusqu'au bout, à une diplomation dans le programme bachelor de l'école de commerce ESSEC, dans les 10% meilleurs étudiants de promotion. Donc le changement a été complètement drastique dès le moment où on a avancé sur la situation, où enfin on est passé de une situation d'incompréhension totale de ce qui se passait à au moins une compréhension déjà qu'on n'est pas seul et que il y a des moyens d'y remédier, notamment sur internet, notamment de voir que beaucoup de personnes se sont posées beaucoup de questions avant vous, et que si ce diagnostic est avéré, comme ça a été mon cas, vous avez des indications, des informations sur voilà, de médecins, de spécialistes qui sont tellement chirurgicalement précis et tellement incroyablement parlants que ça en fait peur, et qu'en même temps, vous obtenez toutes les informations que vous voulez, vous triez ce qui vous intéresse vous triez ce qui vous concerne vous, et vous finissez par arriver à une situation où vous savez mieux ce qui est bon pour vous, comment y remédier, quels sont vos problèmes, et vous permettez une introspection qui est beaucoup plus vaste en fonction du fait que voilà, la connaissance, le mode cognitif, en fait, vous apprenez qu'il est différent et que ça ne vous empêche pas, en fait, d'arriver au même résultat que les autres. Dans mon cas même, c'est assez particulier, je pense que c'est un élément peut-être un peu parlant, au final, et assez représentatif, c'est que dans le domaine, dans la matière, la communication, autant la communication en soi, dans la pratique, était très compliquée, autant dans la théorie, j'étais arrivé major de promo, puisqu'il s'agissait en fait de décortiquer des mécanismes qui, quand on est peut-être bercé un peu dedans, ne sont pas forcément lisibles, et que si on les voit de l'extérieur, peut-être que dans la pratique on n'arrive pas forcément à les appliquer, mais dans la théorie, on peut mieux, pas toujours, mais souvent ça arrive, les appréhender, les approcher et les étudier. Je vais venir maintenant de manière un peu plus générale sur les aménagements potentiels qui peuvent être proposés. Là, c'est aucune généralité, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, il y a des Asperger qui pourraient avoir besoin de tous les aménagements, certains d'aucun aménagement, certains plus d'aménagement de poste, certains plus d'aménagement d'horaire. Dans tous les cas, cette liste n'est ni exhaustive, puisqu'elle a été faite par une personne qui ne peut pas se mettre à la place de tous les autistes, et elle n'est pas non plus recommandée pour chaque point individuellement. Voilà. Pour ce qui est de l'aménagement de poste, je pense que je fais personnellement référence souvent au système de repère, à savoir qu'un Asperger qui est dans un lieu dans lequel il se sent bien, dans lequel il se sent en sécurité, dans lequel il se sent reposé, dans lequel il peut prévoir ce qu'il s'y passe, deviendra ce que j'appellerais moi un repère. Un repère, voilà. Dans un cas d'open space, avec le bruit, les affluences, les modifications de planning, les arrivées, les venues, les allées, les sorties, le fait que souvent il y a des problèmes d'hypersensibilité acoustique pour les Asperger qui font que les open space sont vraiment pas, voilà. Si on associe avec ça toute l'irrégularité d'un open space et tout ce qui peut s'y passer toute la journée, généralement ça ne rend pas l'open space un endroit qui pourrait être un repère pour l'Asperger, et par conséquent, il ne pourra pas s'y ressourcer, il ne pourra pas s'y reposer, il ne pourra pas s'y sentir à l'aise, et ça complique un peu tout. Même raison pour laquelle, en général, il vaut mieux un bureau de moins de 5 personnes, puisque tout simplement, s'il finit par s'y habituer, par s'y référer, voilà, par y trouver une certaine stabilité, une récurrence dans ce lieu, dans ce bureau, là, plus facilement on accède ce lieu accède à un statut de repère, et là la situation devient plus simple. Du coup, éviter, voilà, éventuellement, éviter des lieux un petit peu de passage, privilégier des espaces reculés. S'il y a du passage, comme le open space, si vraiment la situation est difficilement prévisible, si voilà, l'Asperger ne peut pas vraiment se sentir un petit peu dans un cocon, dans une sphère qui pour lui, voilà, est une sphère qu'il contrôle un petit peu, du moins pour son cas personnel, ça va plus facilement donner lieu à un lieu où il va s'y sentir bien. Pour les aménagements d'horaire, il faut savoir que voilà, l'Asperger a souvent, toujours, un double travail, le travail social et le travail professionnel. Les deux sont aussi plus ou moins épuisants l'un que l'autre, puisqu'on parle bien d'un travail d'un point de vue social, il s'agit d'anticiper, de prévoir, d'analyser, de travailler sur la démarche à adopter, sur ce qui se dit concrètement quand il n'y a pas forcément de finalité, juste parler avec les personnes.
Là, typiquement, ce temps partiel est une possibilité, un éventuel aménagement à envisager. Pas forcément au début s'il faut que la personne fasse ses preuves, mais voilà, si la personne peut au moins prendre plus de temps de se reposer, là, elle arrivera, voilà, elle pourra effectuer plus facilement ce double travail, de manière un peu toute la journée. Là, du coup, on en vient aux pauses du midi, qui peuvent être soit plus longues, soit moins longues, en fonction des besoins de la personne. Techniquement, la pause voilà, du midi, si la personne, l'Asperger, se sent dans une certaine ère de, voilà, de repère, dans son poste de travail, la pause du midi peut être éventuellement plus longue, dans le sens où il prendra le temps de se reposer, de se ressourcer entre deux demi-journées. Voilà. Dans l'autre cas, où l'Asperger n'a pas besoin de cette pause ou quoi que ce soit, en tout cas ne peut pas prendre le temps de se ressourcer entre deux repas, et que voilà, il y a le contact aussi des collègues qui ne le permet pas forcément, dans ce cas, une pause plus courte permet à la personne d'arriver peut-être plus tard, ou d'arriver plus tôt, de finir plus tôt. Et dans le cas où elle arriverait plus tard, l'idée c'est que souvent les Asperger peuvent avoir des problèmes d'insomnie. Et dans ce cas-là, c'est voilà, des choses qui arrivent pour les Asperger. Dans ce cas-là, arriver plus tardivement permet à la personne de se réveiller plus tranquillement, d'arriver avec moins d'angoisse et d'être plus à l'aise sur son lieu de travail. Pour ce qui est des aménagements de moyens, un ordinateur à disposition peut permettre assez facilement accessible, peut permettre à deux choses. La première, en cas de dysgraphie associée, c'est un cas qui peut s'associer à certains Asperger, que la personne en question aurait a du mal à écrire de manière manuscrite. À partir de là, le fait que voilà, s'il y a des travaux à faire de manière manuscrite, là c'est généralement pas compatible. L'ordinateur lui permet du coup de passer outre ce problème et d'avoir toujours un moyen de ne pas avoir à courir à écrire à la main nue. L'autre avantage aussi de l'ordinateur un peu à disposition, c'est que beaucoup de personnes, voilà, il y a des théories qui avancent que, enfin des théories, qui diraient que, disons, le langage informatique, le langage de l'ordinateur, est un peu le langage Asperger. Il fonctionne un peu de la même façon, c'est assez un petit peu avec des histoires de conditionnels. On arrive à une pratique en fait où on est beaucoup plus proche, voilà, d'un moyen de compression d'ordinateur qui fait que si cet ordinateur est à disposition, il y a un petit peu une forme de sécurité, une forme de, voilà, de rapprochement et de connexion directe un peu avec son système cognitif qui fait que voilà, la journée peut être un peu plus agréable et plus pratique. En ce qui concerne les aménagements potentiels de management, voilà, j'aurais tendance à dire que tout le monde aimerait avoir un management bienveillant et une certaine flexibilité. Je pense que dans le cas de l'Asperger, c'est un peu plus marqué, dans le sens où, à mon avis, il est pratiquement indispensable pour un manager et un employé Asperger d'avoir une vraie relation de confiance qui s'établit, pour plusieurs raisons. Tout simplement, déjà la plus importante, c'est que si l'Asperger se sent surcontrôlé, si l'Asperger sent qu'on lui fait pas confiance, généralement l'efficacité et l'angoisse seront énormes et seront complètement contre-productives. La seconde, c'est que généralement, un Asperger engagé, qui s'y croit, voilà, qui est assidu, qui a commencé et qui croit en ce qu'il fait, va être généralement plus assidu, plus ancré, plus concentré sur ce qu'il fait, de manière moyenne. Donc là, à partir de là, c'est une situation de win-win. Donc la flexibilité là qui peut être nécessaire dans le sens où un Asperger prendra difficilement une pause sans l'avis de son supérieur, sans préciser. Il y a vraiment en général un certain respect pour l'autorité, pour la hiérarchie. Là, le fait que la personne puisse à tout moment dire bah voilà, là j'ai besoin d'une pause, peut vraiment aider. Rien que le fait que cela puisse être possible fait que la personne se sent plus à l'aise et peut voilà éventuellement s'arrêter avec l'accord de quelques temps, mais voilà, si c'est l'affaire de quelques minutes avec son manager pour pouvoir justement reprendre de manière plus efficace, puisque souvent c'est un petit peu ces moments de malaise ou un petit peu de difficulté peuvent arriver voilà, régulièrement, mais avec le temps finissent un petit peu par diminuer. Donc c'est vraiment une situation qui permet à la personne au moins de se sentir à l'aise et de se sentir plus sereine. Voilà, tous ces aménagements, je le répète, c'est des aménagements potentiels, il y en a peut-être davantage,
chacun y trouve un petit peu, il lit ce qu'il a envie d'y retrouver, et effectue les demandes ou voit avec le manager ce qui est possible. Dans ces cas, c'est une situation un petit peu des deux côtés où chacun voit qu'est-ce qu'il peut apporter à l'autre, qu'est-ce qu'il est prêt à concéder, et en général, ça arrive à une situation où l'Asperger peut généralement, voilà, des expériences que j'ai pu voir, s'épanouir dans le travail et se révéler productif. On en vient à la dernière slide, qui est qu'est-ce que les Asperger, de manière générale, pourraient apporter au monde du travail. Voilà, donc là, on parle un petit peu de généralité, ça ne s'applique pas à 100%, on peut jamais faire voilà, d'absolu sur la situation, mais ce sont des récurrences, un petit peu une forme de tronc commun, qui voilà, après peut avoir quelques branches dissidentes, mais on a un petit peu une aperçu voilà, un petit peu global de ce que pourrait apporter les Asperger, si justement cette relation de confluence dont on a parlé dans le slide précédent peut s'appliquer. Donc on y vient, la créativité. Voilà, on a quelques sources, quelques informations qui sembleraient décrire comme quoi J.K. Rowling d'Harry Potter et George Lucas de la Guerre des Étoiles, et sans doute beaucoup d'autres artistes, auraient des caractéristiques Asperger, si ce n'est qu'ils seraient eux-mêmes Asperger. Donc ça me prouve jusqu'à quel point voilà, cette sphère créative peut se développer. Il y a la sphère de la fiabilité. Là, typiquement, généralement, il y a une certaine, voilà, un certain respect de ce qui doit être, voilà, comme on l'avait déjà parlé, de l'autorité, respect de la hiérarchie, et généralement, un Asperger, voilà, aura du mal à se retirer quelque chose qu'il est censé faire de son cerveau tant qu'il ne l'aura pas fait. Il y a une forme d'engagement, si un Asperger se sent engagé dans ce qui se fait, si voilà, s'il a l'impression qu'il fait vraiment quelque chose d'important, si son travail lui plaît tout simplement, généralement il y a plus difficilement des désengagements, il y a vraiment en général une continuité dans la notion un petit peu de voir ce qu'il a apporté, voir ce qu'il en a récupéré, et d'y voir une certaine stabilité, puisque comme on en a parlé, en plus l'Asperger n'aime pas forcément le changement, mais c'est aussi dans le bon côté, pour une entreprise comme pour lui, quand il s'y sent bien. Du côté innovation, on revient un peu sur la sphère un peu de la créativité, on a affaire à des personnes qui souvent ont voilà, un cerveau cognitif, un mode cognitif différent des Asperger, des neurotypiques. Si on regarde un petit peu, en fait, ce sont souvent des zones différentes du cerveau qui fonctionnent. Alors à partir de là, si voilà 90% de la population était Asperger et que 10% était neurotypique, on attribuerait à ces neurotypiques l'innovation en leur disant, voilà, bah, ils ont des choses à apporter à lesquelles on ne pense pas forcément. Il se trouve qu'on est dans la situation inverse, ce qui fait que là, les Asperger sont peut-être ceux qui auront peut-être des idées un peu plus out of the box. On en revient à la fiabilité, le respect du manager, qui fait que, oui, en général, il arrive très rarement que des Asperger fassent des crises d'adolescence. Il y a vraiment, généralement, et ça se répercute après sur le travail plus tard, il y a généralement voilà, une autorité, des choses qui doivent être faites, des personnes qui doivent décider, ou des choses qui se passent d'une certaine façon. Si l'Asperger comprend les mécanismes, et c'est souvent le cas, il essaie de comprendre un petit peu et de voir la légitimité, mais souvent il l'accepte. Dans ces cas-là, il y a vraiment une respect de ce qui doit être fait, de comment les choses doivent être faites, qui est généralement plus marquante pour les Asperger. Il y a aussi une certaine orientation vers l'objectif, l'idée que il y a quelque chose à aboutir et qu'il faut voilà le faire. Généralement, il peut y avoir des conditions, un petit peu des discussions annexes, comment le faire, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin des discussions qui peuvent souvent un petit peu varier du sujet originel. Généralement, l'Asperger ira droit au but et verra ce que lui, voilà, ce qu'on lui a demandé de faire concrètement, bah c'est ça. Et bah écoutez, en général, il va se concentrer pour que ce soit fait dans les délais les plus courts possibles. Il y a l'assiduité, on en revient à l'engagement, si les personnes croient à ce qu'elle fait, elle aura une certaine tendance à être assidue, une certaine tendance même à aimer son travail. Des Asperger qui adorent leur travail, et il y en a beaucoup. Peut-être même une proportion plus importante que des neurotypiques. Si voilà le travail est dans certaines conditions, voilà, lui apporte à l'Asperger tout autant qu'il apporte à l'entreprise, il y aura vraiment une continuité, une certaine régularité et un petit peu
disons, un parcours qui, s'il marche, continuera dans le même domaine sans qu'il y ait forcément des envies de changement, comme c'est beaucoup moins le cas du côté des Asperger. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet atelier, j'espère qu'il vous a plu et que surtout que ça vous a apporté quelque chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et une formation réussie au sein de l'Handifocus. Merci de votre attention.